KSRC France vous résume l'actualité de la péninsule coréenne. Le 6 avril 2025, Pyongyang a rouvert ses portes au sport international. Organisé à l'honneur de Kim Il-sung, l'événement a réuni des coureurs nord-coréens et étrangers sous une stricte surveillance. Le départ et l'arrivée ont eu lieu au stade Kim Il-sung devant 50 000 spectateurs. Le parcours traversait les principaux monuments de la capitale avant de s'étendre à la campagne. Les coureurs devaient apporter leur propre nourriture, seule l'eau était fournie. Encadrés par des agences, les étrangers ont suivi un programme mêlant courses et visites culturelles. Ce marathon marque ainsi la volonté de la Corée du Nord de revenir sur la scène sportive internationale. Le 14 avril 2025, la Corée du Sud, la Chine et le Japon ont lancé à Tokyo l'année d'échange culturel 2025-2026. Ce projet vise à renforcer la coopération entre les trois pays grâce à la culture. Des concerts, des expositions, des compétitions sportives et des forums sont prévus cette année pour promouvoir le partage culturel. Par conséquent, la Corée du Sud accueillera certains de ces événements dans les prochains mois. À travers cette initiative, Séoul, Pékin et Tokyo espèrent renforcer les liens entre leurs sociétés civiles et encourager une coopération plus stable dans les années à venir. Chaque année en Corée du Sud, le 3 avril est marqué par la commémoration du soulèvement de l'île de Jeju. Cet événement, survenu en 1948, s'inscrit dans un mouvement de contestation contre les élections présidentielles tenues au Sud, qui marque alors une partition définitive de la péninsule. Il est suivi d'une violente répression, ce qui lui vaut d'être reconnu en 2003 comme un événement marquant de la société sud-coréenne. Depuis, des commémorations annuelles sont organisées sur l'île, lors desquelles les survivants, les familles des victimes et des représentants politiques viennent se recueillir. Cette année, les archives relatives au soulèvement ont été inscrites à l'UNESCO. Depuis mars 2025, près de 30% des écoles primaires et collèges sud-coréens ont intégré l'intelligence artificielle dans leur enseignement. L'IA aide désormais dans des matières comme les mathématiques, l'anglais et l'informatique, à travers des outils appelés ADT, des cahiers numériques intelligents. Ces outils permettent un suivi plus personnalisé des élèves et offrent un soutien aux enseignants. Cependant, cette réforme suscite des avis partagés. Certains enseignants, comme Im Sung-ha, y voient un gain de temps considérable, surtout pour la correction des devoirs. D'autres alertent sur les risques, perte de créativité, dépendance accrue aux écrans, formation insuffisante pour les profs et disparités entre écoles. En effet, l'utilisation des ADT reste facultative, ce qui pourrait creuser l'écart entre les établissements bien équipés et ceux qui le sont moins. Le ministère prévoit une généralisation d'ici 2028 avec des ajustements dès 2026. Certaines matières comme l'art ou l'éducation physique resteront en dehors du dispositif pour le moment, et d'autres comme les sciences sociales pourraient être intégrées plus tard. Cette réforme soulève une question importante. Comment moderniser l'éducation sans compromettre ses valeurs essentielles? Le 4 avril 2025, la Cour constitutionnelle sud-coréenne a officiellement destitué le président Yoon Suk-yeol. Cette décision historique fait suite à une motion votée en décembre dernier par le Parlement. La raison, la tentative du président d'imposer la loi martiale et de faire arrêter des figures de l'opposition. La Cour a jugé que ces actes violaient la Constitution, notamment la séparation des pouvoirs, et constituaient une instrumentalisation de l'armée à des fins politiques. Depuis cette destitution, le Premier ministre Han Duk-soo assure l'intérim, en attendant l'élection présidentielle anticipée prévue le 3 juin 2025. Dans un pays déjà très polarisé, cette destitution marque un tournant majeur et rappelle la force des institutions démocratiques face à des dérivés autoritaires. Yoon Suk-yeol est désormais visé par des poursuites pour incitation à l'insurrection. Le 27 avril 2025, Lee Jae-myung a remporté avec 89% des voix la primaire du Parti démocrate pour l'élection présidentielle anticipée du 9 juin. L'ancien gouverneur du Gyeonggi et ex-chef du parti fait ainsi un retour en force, notamment dans les bastions libéraux du sud-ouest. Lee Jae-myung est connu pour ses positions progressistes. Il promet de relancer l'économie, de renforcer l'industrie des semi-conducteurs et de promouvoir la culture coréenne à l'international. En matière de diplomatie, il plaide pour un retour au dialogue avec la Corée du Nord, un positionnement en décalage avec la ligne dure de son prédécesseur, Yoon Suk-yeol. Cependant, sa candidature reste fragile. Lee Jae-myung fait face à plusieurs enquêtes pour corruption et violation de la loi électorale. La Cour suprême doit se prononcer le 1er mai sur l'une de ces affaires. Si le verdict est défavorable, cela pourrait l'empêcher de se présenter à l'élection. Le 2 avril 2025, l'administration Trump impose 25% des taxes sur les voitures sud-coréennes et 10% sur d'autres produits. Or, les États-Unis, c'est plus de la moitié des exportations automobiles de la Corée du Sud. Résultat immédiat. Baisse des exportations de 2,1% au premier trimestre. Pour répondre à ça, Séoul sort l'artillerie lourde, 10 milliards de dollars pour soutenir l'industrie automobile et 14 milliards pour booster les exportations via les Chemix. Mais ça ne suffit pas à calmer les marchés. Le won chute à son plus bas niveau depuis 2009, à 1487 won pour 1 dollar, et la bourse recule de 2%. Mais pendant que le commerce tangue, la Corée du Sud investit dans un pari futuriste. Le 10 avril, la Corée du Sud lance officiellement l'alliance
K-Humanoid, une méga coalition de 40 acteurs publics et privés avec un objectif clair, dominer le marché des robots humanoïdes d'ici 2030. Parmi les membres, Rainbow Robotics, Samsung SDY, le KAIST ou encore Seoul National University, et un budget impressionnant, plus de 1000 milliards de won. Le but, créer des humanoïdes de moins de 60 kg, capables de porter 20 kg et de courir à plus de 2,5 mètres par seconde. Et non, ce ne sont pas des jouets, mais bien des vrais outils du quotidien. Pendant que la Corée mise sur l'innovation, elle gère aussi des tensions sur mer. Fin avril, la Chine installe une structure en mer Jaune. Pékin parle d'aquaculture, Séoul, elle, y voit une provocation. Le 23 avril, à Séoul, lors d'un dialogue maritime, la Corée du Sud appelle au calme et propose un renforcement du dialogue bilatéral pour éviter l'escalade. Objectif, préserver la stabilité régionale, alors que la mer devient un vrai échiquier géopolitique. Mais ce mois d'avril a aussi vu une page d'histoire diplomatique se tourner. Un événement historique passé presque inaperçu. La Corée du Sud et la Syrie, enfin main dans la main. Le 10 avril, à Damas, la Corée du Sud établit pour la première fois des relations diplomatiques avec la Syrie. C'était le dernier pays membre de l'ONU avec lequel elle n'avait aucun lien officiel. Les deux ministres des Affaires étrangères discutent reconstruction, coopération humanitaire et investissement. Séoul promet une aide en médicaments, riz et matériel médical et évoque la participation de ces entreprises à la reconstruction. Un tournant diplomatique majeur dans une région toujours instable. Le rapprochement économique entre la Russie et la Corée du Nord franchit une nouvelle étape. Le 30 avril 2025, les deux pays ont officiellement lancé la construction d'un pont routier de 850 mètres sur le fleuve Tumen, le long de leurs frontières communes. Ce chantier, évalué à plus de 111 millions de dollars, devrait s'achever à l'été 2026. Selon le Premier ministre russe, cette infrastructure vise à augmenter les volumes de transport, réduire les coûts logistiques, faciliter les échanges commerciaux. Une manière concrète de consolider leurs liens économiques dans un contexte géopolitique tendu. Dans le même élan de renforcement de ses capacités, Pyongyang investit aussi dans le domaine militaire et notamment naval. Le 25 avril, Kim Jong-un a présenté un nouveau destroyer de 5000 tonnes baptisé Choehyun au port de Nampo. Long de 142 mètres, le navire est armé de missiles balistiques, anti-aériens, anti-navires et de croisières, ainsi que de canons de 127 mm. Cette modernisation renforce la capacité de la marine nord-coréenne à opérer en haute mer, atteignant un objectif stratégique central pour le régime. Sur le plan géopolitique, la coopération militaire entre Pyongyang et Moscou prend une tournure inédite. Le 28 avril 2025, la Corée du Nord et la Russie ont officiellement confirmé la présence de soldats nord-coréens aux côtés de l'armée russe en Ukraine. Selon le Kremlin, ces troupes auraient joué un rôle clé dans la libération de la région de Koursk. Ce déploiement marque un tournant majeur avec des estimations variant entre 11 000 et 14 000 soldats engagés, même si les pertes humaines nord-coréennes restent inconnues. Une étape symbolique dans l'alignement stratégique des deux régimes. Dans la continuité de cette opération, la formation militaire entre les deux pays s'intensifie. Le même jour, le ministère russe de la Défense a diffusé des images montrant des soldats nord-coréens en plein entraînement sur le sol russe. Ces exercices incluent le lancer de grenades, le combat en terrain ouvert, la guerre de tranchées et la lutte anti-drone. Un signal clair du renforcement militaire bilatéral et de la volonté des deux États de consolider leur alliance face à l'Occident. Pendant ce temps, sur la péninsule coréenne, les tensions entre les deux Corées restent vives. Le 8 avril, une dizaine de soldats nord-coréens ont franchi la ligne de démarcation dans la zone démilitarisée, DMZ. Cette incursion a immédiatement entraîné une réponse de l'armée sud-coréenne qui a effectué des tirs de sommation. Les soldats nord-coréens se sont alors repliés sans affrontement ni blessés. Cet incident nous rappelle la fragilité permanente de la paix sur la péninsule.